On me demande parfois si je suis toujours d'accord avec mes vidéos plus anciennes, celles qui datent du début de ma chaîne. La réponse est simple, si je n'étais plus d'accord avec, alors j'aurais mal fait mon travail à l'époque. Je regrette le visuel et le fait de ne pas avoir de prompteur, mais jamais le propos. Cependant, il y a une vidéo à laquelle j'ai toujours eu envie de donner une seconde partie, celle sur Blade Runner. Pour moi, une des vidéos les plus à cœur ouvert de ma chaîne, où j'expose mon point de vue le plus personnel sur les adaptations et les limites de celles-ci, mais où, au final, je n'explore pas réellement les différences entre les deux œuvres comme dans un versus classique. Alors que Blade Runner est un excellent exercice sur ce que j'essaye de démontrer avec cette catégorie de vidéos. Du coup, il était temps de revenir dessus et de vous offrir ma vraie opinion sur le sujet. J'avais prévu de faire une vidéo sur Blade Runner 2049, et puis je l'ai revue, et en fait non. Donc du coup voilà, générique. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Et oui, le premier remake de la chaîne, c'est émouvant de suivre les modes d'Hollywood comme ça. Ou plutôt un complément à ma vidéo sortie en juillet 2021 déjà, où je vais donc comparer deux monstres sacrés de la SF dans leur médium, Do Androids Dream of Electric Sheep de Philip K. Dick, sorti en 1968, et le film Blade Runner de Ridley Scott, sorti lui en 1982. Ce film, c'est un peu un cas d'école pour les versus et il était évident que j'y reviendrai un jour. Plongeons donc dans les synopsis afin de partir vers les nombreuses différences. Le livre se déroule en 1992 après une guerre nucléaire totale qui a ravagé la Terre. L'humanité s'est en majorité exportée sur Mars. Ils nous volent notre travail! Mais quelques personnes sont restées par manque de moyens. Parmi eux, Rick Deckard, un chasseur de primes à San Francisco, dont le métier est de détruire les androïdes illégaux sur Terre. Son rêve est d'acheter un vrai animal, symbole de statut social avec le cataclysme engendré par la guerre nucléaire. Des androïdes Nexus 6 sont échappés de Mars et Deckard est mis sur le coup, utilisant principalement le test Voigtkampf pour mesurer l'empathie, dont les androïdes sont dépourvus, bien que Rosen, le créateur des androïdes, ne croit pas en l'utilité du test. Il demande à Deckard de l'essayer sur sa nièce, Rachel, qui est en fait bien un Nexus 6, calé par Deckard de par son expérience. Ça secoue un peu Deckard, mais vous verrez avec mon point sur la fin, pas autant que Rachel ne l'espérait. On suit en parallèle la vie de John R. Isidore, un humain spécial, très touché par les radiations et donc n'ayant pas le droit de migrer sur Mars, qui rencontre les Nexus 6. En 2019, ici, le film se passe, lui, à Los Angeles, et nous y suivons Rick Deckard, joué par Harrison Ford, un ancien Blade Runner reconnu, un chasseur de réplicants en situation illégale, l'équivalent des androïdes, beaucoup plus proche des humains, voire quasi indiscernable, en dehors de leur manque d'empathie, établi via un questionnaire. 6 réplicants Nexus 6, la dernière génération ultra performante, mais à la durée de vie limitée à 4 ans, ont détourné un vaisseau et sont arrivés sur Terre, et Deckard est dépêché par son ex-employeur pour trouver les 4 disparus. Il se rend à la Telluride Corporation, qui ne vend pas des chips, mais qui a créé les réplicants pour en savoir plus sur cette nouvelle génération. Et Eldon, le créateur, lui fait passer le test sur son assistante Rachel, qui en est bien une sans le savoir elle-même, et à qui il dit la vérité plus tard, ayant développé des sentiments pour la jeune femme. Cependant, son chef lui demande de la retirer, c'est le code pour vous savez quoi, ce qui attriste fortement Deckard. Il lui affirme qu'il la laissera seule et elle lui conseille de s'administrer le test à lui-même. En parallèle, une des réplicants amadoue un gars gentillet, Sébastien, pour qu'il l'accueille dans le grand immeuble vide où il vit seul, et où il sympathise avec Roy, le chef de la bande réplicant, car lui-même a également une durée de vie limitée, étant atteint du syndrome de vieillissement accéléré, le syndrome de Mathusalem. Il les introduit dans la Tyrell Corporation, où Roy demande à Eldon s'il peut lui rallonger sa vie, et à son refus apparemment impossible, Roy le tue, lui et Sébastien. Deckard tue tous les réplicants puis se confronte à Roy, et je parlerai de la fin dans le point dédié. Blade Runner.
Vous le savez sans doute déjà parce que les fans de Ridley adorent le crier sur tous les putains de toits, le mot Blade Runner n'apparaît pas dans le livre, basé à la place sur une nouvelle de Burroughs, elle-même provenant d'un livre de Alan Nourse, publié en 1974, où la population grandissante pousse un régime totalitaire et eugéniste à stériliser quiconque est en demande de soins, empêchant ainsi les malades ou blessés de donner leur gène impropre à la génération suivante. C'est donc un terme lourd de sens dans l'histoire de l'ASF, et ajouté en sous-titres à certaines éditions, dont les françaises après coup. Dans le livre, Descartes est simplement appelé chasseur de primes, qui pour le coup fait quand même plus le gars qui essaie de trouver un titre plus court et stylé qu'autre chose. Blade Runner, c'était le Happiness Manager des années 81 en fait, si vous voulez tout savoir. Le worldbuilding. La différence majeure entre les deux œuvres, en dehors du titre, c'est bien l'environnement qui entoure l'histoire. Un changement qu'on doit plus que très probablement au changement de médium qu'autre chose. L'expliquer aurait pris trop de temps pour au final peu d'intérêt pour l'audience, on ne va pas se mentir. Dans le livre du coup, les événements prennent place après la guerre mondiale finale, la WWT, la World War Terminus, qui a plus ou moins défoncé la planète à coups de retombées radioactives. La plupart des espèces animales sont éteintes, ce qui fait que ceux restés sur Terre sont absolument obsédés par les animaux. Les vrais animaux devenus un symbole de statut social comme jamais auparavant. Ceux qui ne peuvent pas se permettre un vrai achètent des versions électroniques, comme le mouton éponyme de Descartes. C'est d'ailleurs la raison de sa mission, pouvoir s'en acheter un vrai. De plus, une grande majorité de la population humaine restée sur Terre, les autres s'étant barrés après la guerre, souffre de nombreux handicaps physiques et psychologiques. Est surnommé Chickenhead comme Isidore, tête de poulet, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Le Descartes du livre vit donc dans un San Francisco déserté et vide. Alors que dans le film, nous suivons Descartes dans un Los Angeles surpeuplé, clairement dans la mouvance cyberpunk avec ses grands bâtiments lumineux, ses néons tous les 3 mètres, la fumée dans la rue, les vendeurs de nouilles à la sauvette, c'est visuellement très léché, mais ça dit quelque chose de complètement différent sur le monde du film, surpeuplé et surpollué, technologiquement avancé, grouillant et foisonnant, au lieu de vide, malade et abandonné. L'empathie et les androïdes. Un des plus gros oublis ou mis de côté du film, c'est le sous-récit autour du mercerisme. À cause de l'extinction de masse de la WWT, une tendance à une plus grande empathie a émergé, et la création d'une religion basée sur l'avancée technologique, le mercerisme, est très mise en avant dans le livre. Cette religion utilise des boîtes à empathie, reliant les utilisateurs à une sorte de réalité virtuelle, un MMORPG, un Meuporg, autour de la souffrance d'un martyr, Wilbur Mercer, qui grimpe sans jamais arriver au sommet une colline tout en étant frappé avec des pierres. Complété avec l'orgue à émotion, une machine permettant de modifier les émotions des utilisateurs, et le programme télévisé de l'ami Buster, constamment en fond, un présentateur qui parle sans jamais s'arrêter, toujours joyeux et amical. La recherche d'empathie, d'émotion est centrale au livre et complètement mise de côté dans le film, mise à part dans la conversation autour des répliquants, dont je parlerai un peu plus dans mon point sur la fin. Mais ce point sur l'empathie est crucial dans la discussion sur les différences entre androïdes dans le livre et répliquants dans le film, car liés. Dans le livre, les androïdes sont juste, incapables d'être autre chose qu'ils ne le sont. Ils sont programmés pour ne pas ressentir, pour ne pas être humains, pour ne pas créer des relations, et donc pas d'empathie si recherchée. Ils sont facilement reconnaissables comme non humains. Dans le film, la ligne entre répliquants et humains est volontairement floue et ils sont montrés de manière très humanisée déjà par leur seule présence sur Terre, cherchant à vivre plus longtemps et à être acceptés. Ils sont clairement capables de créer des liens entre eux, de ressentir, c'est d'ailleurs très bien montré avec le personnage de Rachel, froide et vénéneuse dans le livre, plus nuancée dans le film. Et puis, bien sûr, la fin est un meilleur exemple de cette différence. On en parlera, comme je l'ai dit, dans mon point sur la fin. Descartes. Oui, même le personnage principal est assez différent, mais ce point sera assez court car explicite. Le Descartes du livre est à des années-lumière de celui joué par Harrison Ford. C'est un flicaillon sans ambition, fréquemment moqué par ses collègues parce que franchement pas très doué, voire un peu couillon, un chasseur de primes de seconde zone, un peu le Gridou de San Francisco si vous voulez. Il est également marié à une femme qu'il déteste et qui lui rend bien cordialement, une nana dans la droite tradition de l'écriture misogyne plus plus de Philippe K. Dick. En gros, une grosse casse-burne qui passe son temps à geindre et à se connecter à Mercer. Cool. Mais bon, on a l'habitude avec K. Dick.
Alors que le Descartes du film, il est joué par Indiana Jones et Han Solo. C'est un mec bourru mais sexy, un bachelor invétéré, le meilleur Blade Runner de tout Hollywood, au point qu'on vient le chercher pour la mission parce que c'est le top of the pop, la crème de la crème, le typique inspecteur trop classe des thrillers noirs, le célibataire éternel mais tombeur de ses dames, légèrement alcoolique sur les bords mais ça va il gère, amateur de nouilles sur le pouce et de gros flingues. C'est clairement pas le même portrait ici, aussi sûrement un changement dû au médium. On a besoin de croire au Gus, et autant te dire que le Descartes du bouquin t'y croit moyen. Le héros a besoin de suinter la classe et l'huile pour qu'on sympathise. La fin. Symptomatique de la profonde différence de caractérisation des androïdes et des réplicants entre les deux œuvres, vous vous en doutez, la fin est très différente. Spoiler, timecode, tout ça. Dans le livre, Descartes détruit tous les androïdes sur sa liste après de multiples péripéties, dont un voyage intérieur vers la rédemption ou quelque chose du genre, et s'endort auprès de sa femme dans une des rares scènes où on a l'impression qu'il s'aime bien, son massacre déjà bien loin derrière lui, ayant enfin acheté le vrai mouton dont il rêvait. Dans le film, après avoir tué tous les réplicants, Descartes se confronte à Roy, qui le pourchasse, lui brise la main, mais le sauve au dernier moment. Et là, on a Rutger Hauer en slip qui te sort le monologue le plus connu de l'histoire du cinéma, après celui de Mission Cléopâtre, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation, tout ça vous connaissez, une fin touchante, pleine d'espoir, montrant à Descartes à quel point la frontière entre réplicants et humains est floue, le conduisant à partir avec Rachel et laisser sa vie de Blade Runner derrière lui. Une fin beaucoup plus douce, oui, qui conduit à une des questions restées le plus sans réponse encore une fois de l'histoire du cinéma, après celle de The Thing, Descartes est-il un réplicant? Oui, Descartes est un réplicant, oui. C'est pas une question difficile à répondre. Tout le monde le sait que Descartes est un putain de réplicant. Vous posez encore la question? Ça fait 40 ans que le film est sorti? Vous étiez où récemment? Dans le livre, c'est clair que non, ils sont trop différents, mais dans le film, c'est plus nuancé. Perso, j'ai vu le film en sa version originale avant toutes les autres, et même là, avant la décriée Final Cut de 2007, je ne peux pas être d'accord avec Harrison Ford. Descartes l'a toujours été. Il est beaucoup trop fort, beaucoup trop sur le fil, et franchement, tout le film, surtout les scènes de test avec Rachel et la fin avec Roy, te pousse vers cette solution, même si la version 2007 est beaucoup plus tranchée. Pour une fois sur cette chaîne, je suis d'accord avec Ridley Scott. Descartes est un réplicant. Un modèle avancé, certes, plus que les Nexus 6 sûrement, mais réplicant tout de même. Blade Runner, je l'ai dit, c'est un peu THE œuvre pour mettre en avant ce que j'essaye d'exprimer avec mes versus. Oui, Blade Runner est une adaptation discutable. Elle met de côté énormément d'aspects centraux au livre, et elle change carrément le message même de Dick. Cependant, c'est une adaptation importante, car elle garde une aura très similaire au livre de Dick. Les questionnements restent tout de même sensiblement les mêmes, et surtout, elle garde le propos, sinon le message de l'auteur. Le questionnement sur l'humanité, une dystopie grinçante sur l'urbanisation de la société, sa surpopulation jusqu'à l'extrême, et surtout le développement d'une main-d'œuvre sur laquelle on a littéralement le droit de vie et de mort. Ce dernier est un propos très fort, très pertinent et qui avait été très peu mis en avant auparavant, surtout au cinéma, surtout lorsqu'on place le spectateur dans une position de doute, après avoir empathisé avec les personnages et en humanisant à fond ce qui n'est pas nous. C'est extrêmement bien fait et c'est pour ça que Blade Runner est autant un cas d'école. On peut le dire, ce n'est pas une bonne adaptation, mais ce n'en est pas non plus une mauvaise. Pas parce que le film est bon, parce qu'il l'est, mais parce qu'il se réapproprie le propos de Dick et va au-delà avec. Mes versus ne sont pas là pour casser du sucre sur le dos des films, qui ne sont pas des copies conformes des livres. Vous l'avez déjà vu dans Cloud Atlas, Planète des singes, Annihilation et autres. Ce qui était intéressant, malgré les différences, était la manière de tourner le message vers un autre médium, de garder l'esprit du livre en le transposant sur l'écran. C'est pourquoi World War Z ou I Am Legend, par exemple, sont de très mauvaises adaptations, en plus d'être de mauvais films, parce qu'elles n'ont rien gardé de ce qui faisait l'intérêt de l'œuvre originale. Et le fait que ce soit de bons films ou non n'a au final pas d'importance ici. Le but, c'est avant tout d'offrir une réflexion sur le respect qu'on apporte au créateur d'une œuvre originale. Trop souvent mis de côté, juste on te pique ton idée et ferme-la, ça fera potentiellement venir les gars vers ton livre, même si on te cite de loin derrière le caméraman numéro 1271 et à son histoire. Pensez-y la prochaine fois que vous verrez un film adapté où l'œuvre originale et son créateur sont à peine cités, alors qu'ils ont fourni tout le travail en fait. Voilà tout le monde, cette vidéo remake sur Blade Runner est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo qu'on me demande souvent, mine de rien, de refaire. En tout cas, on me demande souvent pourquoi ce n'est pas une vidéo versus classique.
vous avez maintenant votre réponse. À la base, je devais faire un espèce de duo avec un arrêt sur image sur Blade Runner 2049, donc que je n'avais vu qu'une seule fois, que j'avais vu au cinéma et dont j'avais très peu de souvenirs. Je l'ai revu là très récemment et en fait, très honnêtement, j'ai pas grand chose à en dire, donc au lieu de faire une vidéo qui serait un peu moyenne, je préfère ne pas faire de vidéo et vous dire que voilà, j'ai pas plus apprécié le film que ça. C'est magnifique, mais alors c'est quand même très vide et je vois pas l'intérêt franchement d'en faire une vidéo pour dire ce que je viens de dire en 30 secondes, voilà. Pas vraiment intéressant. J'espère qu'en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On se retrouve sur mes différents réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram où je suis très active. Également sur Tipeee si vous avez envie de donner à la chaîne, c'est pas obligatoire mais ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans l'univers.